Mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question simple, mais bouleversante. Croyez-vous qu'un pays aride, balayé par le vent sec du Sahel et la poussière de l'Harmattan, puisse devenir un jour un jardin fertile, exportant des fruits précieux vers le monde entier? Cela ressemble à un rêve, peut-être même à une illusion. Pendant des générations, le Burkina Faso a été associé à la pauvreté, à la sécheresse et à une lutte constante contre la faim. Cette eau terre, souvent craquelée par le soleil, semblait en condamner à n'offrir que misère et désespoir. Et pourtant, un homme, le président Ibrahim Traoré, a décidé de défier le destin. Alors que beaucoup pensaient voir à la guerre, à l'ingérence étrangère ou au calcul politique, lui a désigné un autre ennemi: la désertification, la faim et la dépendance alimentaire. Pour y répondre, il n'a pas choisi les armes, mais un fruit, pas n'importe lequel, le litchi, autrefois réservé aux empereurs de Chine et aux rois d'Asie. Un fruit symbole de luxe, de fraîcheur et de douceur. Aujourd'hui, Traoré proclame: ce fruit n'appartiendra plus au palais des rois. Il appartiendra au peuple. Chaque famille du Burkina Faso goûtera à cette chair sucrée, rouge et brillante. Son projet: planter 2 millions de litchis sur les savanes et les zones semi-désertiques du pays. Beaucoup ont cru à une blague, à un geste populiste sans lendemain. Mais derrière cette annonce se cache un plan structuré, appuyé par des ingénieurs, des agronomes, des jeunes volontaires, des soldats et des villageois. Imaginez un instant les collines sèches du Sahel transformées en vergers verdoyants. Des enfants riant sous l'ombre des arbres, croquant dans un litchi juteux, alors qu'autrefois, ils n'avaient parfois même pas de quoi manger. Des marchés locaux animés où les femmes vendent des paniers de fruits, autrefois réservés aux élites. Et plus encore, des cargaisons entières quittant Ouagadougou pour l'Inde, la Chine ou encore l'Europe, à des prix qui pourraient aller redresser toute une économie. Oui, mes amis, il s'agit d'un pari audacieux, presque insensé aux yeux du monde occidental. Mais c'est justement dans cette audace que réside l'espoir. Ce projet de 500 milliards de dollars n'est pas seulement une plantation. C'est un défi lancé à l'histoire, à la fatalité et aux puissances qui pensaient que l'Afrique resterait à genoux. Pour comprendre la portée de ce projet grandiose, il faut revenir en arrière, dans l'histoire du Burkina Faso et, plus largement, de la région du Sahel. Depuis des siècles, ces terres connaissent le même combat, celui contre la sécheresse, la pauvreté et l'épuisement des sols. Nos anciens racontaient qu'autrefois, bien avant la colonisation, les plaines verdoyèrent davantage. Les pluies étaient des plus régulières, les troupeaux plus nombreux, et les villages vivaient dans une relative abondance. Mais peu à peu, le climat s'est durci. Les pluies se sont raréfiées. La terre, craquelée, a perdu sa force. Les familles ont dû apprendre à survivre avec peu, un peu de mil, un peu de maïs, quelques chèvres et surtout beaucoup de courage. Puis vint le temps de la colonisation, où les ressources furent exploitées sans égard pour l'avenir. Après l'indépendance, le pays se retrouva face à une équation presque impossible: nourrir une population grandissante avec des sols fatigués et un climat impitoyable. Pendant des décennies, le mot famine a hanté les discussions. Beaucoup de jeunes, désespérés, ont quitté leur terre natale pour tenter leur chance ailleurs, souvent au péril de leur vie. Dans cette longue histoire de souffrance et de résilience, l'idée même de cultiver un fruit aussi délicat que le litchi aurait semblé absurde. Le litchi, fruit de luxe, fruit des empereurs chinois, des cours royales d'Asie, des banquets princiers. Comment imaginer qu'un jour, il pousserait au cœur du Sahel, sur ces terres de poussière et de vent? Et pourtant, c'est précisément cette audace qui caractérise Ibrahim Traoré. Là où d'autres voient dans des limites infranchissables, il voit des possibilités. Pour lui, la dignité du peuple burkinabé ne se construira pas seulement par la défense du territoire, mais par la capacité à transformer la terre elle-même. Pourquoi le litchi? D'abord parce qu'il symbolise le raffinement, l'excellence et la rareté. Longtemps réservé aux puissants, ce fruit a toujours été associé aux privilèges. En décider autrement, en faire le fruit de tout un peuple, c'est un geste politique fort. C'est dire que le Burkina Faso n'acceptera plus jamais d'être relégué au rang de spectateur de l'histoire. Ensuite, parce que le litchi possède un potentiel économique énorme. La demande mondiale est croissante, notamment en Inde, en Chine et en Europe, où les consommateurs sont prêts à payer un prix élevé pour des fruits de qualité, bien cultivés et bien exportés. Traoré a compris que dans cette mondialisation souvent injuste, il fallait que l'Afrique trouve ses propres armes économiques. Le litchi pourrait bien devenir l'une d'elles. Mais au-delà des chiffres, ce projet porte en lui une aspiration profonde, celle de la fierté retrouvée. Imaginez un enfant burkinabé qui grandit en sachant que les fruits de son pays s'exportent vers les grandes capitales du monde. Imaginez une mère de famille qui non seulement nourrit ses enfants, mais qui peut aussi vendre des litchis au marché,
gagner sa vie dignement et rêver d'un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement une plantation d'arbres, c'est une révolution silencieuse, un changement de regard. Car si le Burkina Faso, un pays sans littoral, sans richesses minières comparables à ses voisins, parvient à bâtir une économie florissante sur la culture d'un fruit, alors qui pourra encore prétendre que l'Afrique est condamnée à tendre la main. Bien sûr, les défis sont immenses. L'adaptation des sols, l'irrigation, la logistique d'exportation, tout cela demande du temps et des efforts. Mais ce qui frappe, c'est la manière dont Traoré mobilise la nation entière. Les élèves, les militaires, les agriculteurs, chacun met la main à la pâte. L'arbre devient un symbole, une promesse, presque un serment collectif. Dans les villages, certains anciens murmurent déjà que cette initiative rappelle les grandes épopées du passé, quand des peuples entiers se levaient pour bâtir des royaumes ou défendre leurs terres. Aujourd'hui, c'est une bataille contre le sable, contre le désespoir, contre l'idée que rien ne peut changer. Et au fond, cette aspiration dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle parle à toute l'Afrique et même au-delà, car le message est universel. Là où il y a de la volonté, de la vision et une foi inébranlable, même les déserts peuvent fleurir. Lorsque le président Ibrahim Traoré annonça publiquement son projet de planter des millions de litchis sur les savanes arides du Burkina Faso, la première réaction fut le silence. Un silence lourd, presque incrédule. Puis vinrent les murmures, les sourires ironiques, et enfin les éclats de rire. Pour beaucoup, cette idée semblait sortie d'un rêve impossible. Comment un fruit fragile, associé aux jardins luxuriants d'Asie, pourrait-il prospérer sous le soleil implacable du Sahel ? Les villageois, habitués à la dureté du climat, secouèrent la tête. Ils pensaient « Nous avons du mal à faire pousser du mil ou du sorgho, et on nous parle de litchis ?» Dans les capitales voisines, certains dirigeants se moquaient, ouvertement, y voyant un coup médiatique destiné à distraire le peuple. À l'international, des experts agricoles, interrogés par la presse, se montraient sceptiques. Selon eux, les sols étaient trop pauvres, les températures trop extrêmes et les infrastructures d'irrigation trop limitées pour espérer un tel succès. Même au sein du Burkina Faso, l'élite urbaine doutait. Les économistes parlaient d'un projet déraisonnable, d'un gaspillage de ressources. Quelques voix allaient jusqu'à accuser le président de populisme, d'utopie dangereuse. On rappelait les nombreux projets avortés du passé, restés à l'état de promesse. Et pourtant, Traoré ne se laissa pas ébranler. Avec son ton calme et ferme, il répétait « On disait hier que l'Afrique ne pouvait pas écrire sa propre histoire. Aujourd'hui, on nous dit qu'un fruit ne peut pas pousser chez nous. Mais moi, je crois que si nous le voulons ensemble, la terre burkinabé nous surprendra. » Ces paroles, prononcées lors d'un discours à Ouagadougou, marquèrent les esprits. Car au-delà du litchi, il s'agissait d'une question de dignité, d'orgueil national. Après les doutes vint le temps de l'action. Traoré transforma son idée en une véritable mobilisation populaire. Le projet ne fut pas réservé à quelques experts. Il devint l'affaire de toute la nation. Dans les écoles, les enseignants expliquaient aux enfants l'importance des arbres pour retenir l'eau, protéger le sol et créer de l'ombre. Chaque classe reçut quelques jeunes plants à cultiver comme un trésor. Les enfants rentraient chez eux, fiers, racontant à leurs parents qu'ils faisaient en partie de la révolution du litchi. Les militaires, habituellement mobilisés pour la défense du territoire, furent affectés à une nouvelle mission: sécuriser les zones de plantation et participer eux-mêmes à la mise en terre. Pour beaucoup de soldats, habitués au combat contre les groupes armés, ce fut une expérience étrange mais apaisante. Planter un arbre, arroser un sol desséché, c'était comme déposer une arme pour prendre soin de la vie. Dans les villages, les paysans, d'abord méfiants, commencèrent à collaborer. Des ingénieurs agronomes expliquaient que des techniques modernes, irrigation goutte à goutte, compostage, brise-vent, pouvaient rendre possible ce qui paraissait fou. On montra des exemples venus d'Inde et d'Israël, où des cultures exigeantes poussaient dans des conditions similaires. Peu à peu, la curiosité prit le pas sur la méfiance. Même les femmes, longtemps tenues à l'écart des grandes décisions, jouèrent un rôle essentiel. Elles se regroupèrent en coopératives pour préparer le terrain, apprendre à greffer les plants et réfléchir déjà aux futurs produits dérivés: confitures, jus, fruits séchés. Beaucoup y voyaient une chance de gagner en indépendance économique. L'atmosphère changea rapidement. Ce qui n'était qu'un sujet de moquerie devint peu à peu une aventure collective. Dans chaque région, on plantait, on arrosait, on chantait parfois autour des jeunes arbres. Le litchi devenait plus qu'un fruit. Il devenait un symbole d'espérance. Bien sûr, les difficultés restaient énormes: manque d'eau, attaques d'insectes, chaleur excessive. Mais quelque chose d'inédit se produisit.
Au lieu de baisser les bras, les communautés se serraient les coudes. Elles inventaient, elles adaptaient, elles persévéraient. Et c'est ainsi que les premiers hectares de litchis burkinabés virent le jour, non pas comme un miracle isolé, mais comme le fruit, au sens propre, d'un effort commun. Quelques mois après les premières plantations, l'incrédulité commença à se fissurer. Là où l'on croyait que la terre était condamnée à la sécheresse éternelle, de petites feuilles d'un vert tendre apparurent. Fragiles, certes, mais bien réelles. Les litchis avaient pris racine. Pour les villageois, ce fut un choc presque spirituel. Voir ces plants survivre puis grandir, c'était comme assister à une renaissance de la terre elle-même. Les anciens, qui avaient en vue leur jeunesse s'écouler au rythme des famines et des saisons ingrates, se mirent à raconter. Nous pensions que le sol était mort. Mais il n'était qu'endormi. Rapidement, les premières vergers pilotes montrèrent des résultats spectaculaires. Les litchis, protégés par des haies de brise-vent et irrigués avec parcimonie, résistèrent aux grandes chaleurs mieux que prévu. Leur feuillage dense créait de l'ombre, retenant l'humidité du sol. Autour d'eux, l'herbe repoussa. Des insectes pollinisateurs firent leur retour. Puis vinrent les oiseaux. Ce n'étaient pas seulement des arbres qui grandissaient, c'était un écosystème entier qui renaissait. Et cette transformation n'échappa à personne. Les paysans, jadis sceptiques, observaient avec des yeux écarquillés. Les enfants couraient entre les jeunes plantations, fiers de montrer à leurs camarades leur arbre. À Ouagadougou, les journaux commencèrent à changer de ton. Les unes qui parlaient autrefois de chimères présidentielles se transformèrent en titres enthousiastes. Quand le désert reverdit, les litchis burkinabés surprennent les experts. L'effet psychologique fut immense. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés avaient la preuve tangible que l'impossible pouvait devenir réalité. 3 ans passèrent. Ce fut un temps de patience, de soins, de travail acharné. Et puis, un matin, dans un village du plateau central, un paysan montra à ses voisins une grappe rougeâtre suspendue à une branche. Des litchis. De vrais litchis, cultivés sur la terre burkinabé. La nouvelle fit le tour du pays comme une traînée de poudre. Très vite, d'autres plantations produisirent leurs premiers fruits. Les habitants, d'abord incrédules, goûtèrent. Le parfum sucré, la chair juteuse, la fraîcheur incomparable, tout cela confirmait que ce n'était pas un rêve. Qui aurait cru que nous, simples villageois, mangerions un jour les fruits réservés aux rois et aux empereurs, disaient les anciens. Le litchi, autrefois symbole de luxe réservé aux cours impériales de Chine et aux élites coloniales, devenait accessible à tous. Pour les familles rurales, c'était plus qu'un plaisir. C'était une fierté nationale. Mais Traoré ne voyait pas seulement dans ce fruit une récompense symbolique, il voyait un levier économique majeur. Avec ses conseillers, il organisa les premières coopératives d'exportation. Des camions frigorifiques furent achetés, les aéroports régionaux commencèrent à préparer des infrastructures pour transporter les fruits frais vers les marchés étrangers. L'intérêt international ne tarda pas. Des grossistes indiens, chinois et européens envoyèrent des délégations. Ils furent stupéfaits de constater la qualité des récoltes. Un investisseur indien, émerveillé, déclara « Si le Burkina Faso peut produire des litchis en quantité, le monde entier en voudra ». Très vite, les contrats se multiplièrent. Les coopératives locales signèrent des accords d'exportation. Pour la première fois, le Burkina Faso s'apprêtait à vendre non pas une matière première brute, comme le coton ou l'or, mais un produit agricole à haute valeur ajoutée. Les revenus commencèrent à affluer. Dans certains villages, des écoles furent rénovées grâce aux bénéfices. Des dispensaires purent acheter de nouveaux équipements. Les jeunes, qui songeaient à émigrer, virent soudain une raison de rester. Travailler la terre de leurs ancêtres n'était plus une condamnation à la misère, mais une promesse d'avenir. Ainsi, les premiers fruits du litchi n'apportèrent pas seulement de la douceur au palais. Ils apportèrent la preuve qu'une nation pouvait renaître par sa propre audace. Lorsque les premières cargaisons de litchis quittèrent le Burkina Faso pour rejoindre les marchés de Mumbai, de Shanghai et de Paris, un souffle nouveau parcourut la nation. Dans les villages où l'on vivait autrefois au rythme des famines, les greniers se remplirent. L'argent des coopératives, partagé équitablement, permit aux familles de se libérer peu à peu des dettes qui les étouffaient depuis des décennies. Dans certains hameaux, les femmes furent les premières à sentir le vent du changement. Autrefois cantonnées aux tâches domestiques et aux marchés locaux, elles devinrent des actrices centrales de la filière. Beaucoup se regroupèrent en associations, apprenant à transformer le litchi en jus, en confiture, en fruits séchés, mais aussi en produits de beauté à base d'extraits naturels. Une femme de Bobo Dioulasso résuma cette révolution en une phrase. « Nous étions des spectatrices de la pauvreté. Nous sommes devenues des actrices de la prospérité. » Les villages s'éclairèrent.
Grâce aux revenus du commerce, on installa des panneaux solaires pour l'électricité, des pompes modernes pour l'eau potable et même des connexions Internet dans les écoles. Ce qui paraissait naguère inaccessible, ordinateurs, bibliothèques, centres de santé équipés, devint peu à peu une réalité. La transformation fut si rapide que certains visiteurs étrangers crurent à une mise en scène. Comment ce pays, qualifié il y a 10 ans de maillon faible du Sahel, pouvait-il montrer aujourd'hui des villages dynamiques où les jeunes s'habillèrent mieux, parlèrent de commerce international et rêvaient d'avenir? La réponse tenait en un mot: Traoré. Non pas comme un miracle isolé, mais comme le catalyseur d'une énergie collective longtemps étouffée. Le succès des litchis burkinabés ne se limita pas au village. Très vite, c'est l'ensemble de l'économie nationale qui entra en mutation. D'abord, le commerce extérieur. Les exportations de litchis, vendues à prix élevé sur les marchés d'Asie et d'Europe, rapportèrent des devises précieuses. Le Burkina Faso, qui dépendait autrefois des subventions et des prêts conditionnés des institutions internationales, commença à financer ses propres projets grâce à ses revenus. Puis ce fut le tour des infrastructures. Les routes rurales, longtemps laissées à l'abandon, furent réhabilitées pour acheminer les fruits vers les aéroports et les points de stockage frigorifiques. Ce réseau profita aussi aux autres productions agricoles, maïs, sésame, mangue, qui circulèrent plus facilement. L'État, sous l'impulsion de Traoré, mit en place une politique claire. Chaque franc tiré du litchi devait profiter à la communauté. Des fonds spéciaux furent créés pour financer l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Des milliers de jeunes reçurent à point des bourses pour étudier l'agronomie, la logistique ou encore le commerce international. Et puis, un phénomène inattendu apparut, le retour des jeunes de la diaspora. Ceux qui avaient quitté le pays pour chercher un avenir en Europe commencèrent à revenir, attirés par les opportunités économiques. Certains apportèrent leurs compétences en gestion, en technologie ou en marketing pour moderniser la filière. Dans les grandes villes, une classe moyenne nouvelle émergea. Elle n'était pas fondée sur l'importation et la dépendance, mais sur la production locale et la fierté nationale. Les Burkinabés commencèrent à consommer davantage leurs propres produits, réduisant ainsi la dépendance aux importations coûteuses. Enfin, sur la scène internationale, le Burkina Faso gagna une nouvelle image. Ce n'était plus un pays que l'on associait uniquement à la pauvreté et au coup d'État, mais un exemple de résilience et d'innovation agricole. Des délégations venues du Niger, du Mali, mais aussi du Sénégal et de l'Éthiopie, vinrent observer le miracle du litchi. Certains analystes comparèrent ce projet à la révolution du café en Éthiopie ou du cacao en Côte d'Ivoire, mais avec une différence majeure. Cette fois, les bénéfices ne se concentraient pas uniquement entre les mains des élites. Grâce aux coopératives locales et à la vigilance du gouvernement, l'argent parvenait réellement jusqu'au village. L'économie burkinabé, autrefois prisonnière de la dépendance et de la dette, changeait de visage. Elle se découvrait une nouvelle identité, celle d'une nation capable de créer de la richesse à partir de son propre sol, avec sa propre force collective. Le succès fulgurant du programme du litchi apporta espoir et prospérité, mais il souleva également des défis redoutables, car tout changement profond bouscule des équilibres établis. D'abord, il y eut la question des infrastructures. Transporter des fruits fragiles comme le litchi à travers des routes poussiéreuses et parfois impraticables n'était pas une mince affaire. Dans la saison des pluies, certains convois restaient débloqués des jours entiers, compromettant la qualité des cargaisons. Les paysans craignaient que les efforts consentis aux champs soient réduits à néant par un simple orage tropical. Ensuite, la bureaucratie. Certains fonctionnaires, habitués à l'ombre de la lenteur administrative, voyaient d'un mauvais œil l'élan de modernité. Des retards dans les autorisations, des tracasseries douanières ou même des tentatives de corruption vinrent parfois freiner les ardeurs des coopératives villageoises. Traoré dut marteler un message clair. La révolution du litchi ne tolérerait ni paresse ni détournement. Il y eut aussi la jalousie sociale. Dans les villages, les familles qui avaient replanté tôt prospéraient plus vite que les autres. Les différences de revenus, même modestes, créèrent des tensions. Certains accusaient à leurs voisins de favoritisme ou d'accaparement des terres. Les chefs coutumiers et les associations locales durent intervenir pour maintenir l'unité et rappeler que le projet appartenait à tous. Mais le plus grand défi intérieur fut peut-être psychologique, sortir de la résignation. Pendant des décennies, les Burkinabés avaient été habitués à attendre l'aide extérieure. Voir leurs propres champs produire une richesse internationale semblait presque irréel. Il fallut du temps et beaucoup de pédagogie pour convaincre les populations que ce succès n'était pas un feu de paille, mais bien le fruit de leur propre travail. Si les défis intérieurs pouvaient être surmontés par la volonté collective, les pressions venues de l'extérieur s'avérèrent plus complexes.
Les grandes puissances, habituées à voir le Burkina Faso comme un pays dépendant, commencèrent à s'inquiéter. Les litchis burkinabés menaçaient de concurrencer certaines productions traditionnelles d'Asie ou de Madagascar. Les lobbyistes de l'agro-industrie se mobilisèrent dans les coulisses des marchés européens pour imposer des normes sanitaires toujours plus strictes, parfois irréalistes pour un pays en développement. Certains journaux occidentaux insinuèrent que la filière n'était pas durable ou qu'elle risquait de détruire la biodiversité locale. Derrière ces critiques se cachaient souvent des intérêts économiques contrariés. Par ailleurs, le choix de Traoré de vendre prioritairement aux pays d'Asie, notamment à l'Inde et à la Chine, irrita certaines chancelleries occidentales. On accusa le Burkina Faso de s'éloigner de ses partenaires traditionnels. Dans certaines réunions internationales, les représentants burkinabés sentirent la froideur des regards et l'isolement diplomatique. Mais la pression ne fut pas que diplomatique. Des rumeurs circulèrent sur des tentatives de sabotage économique. Retard volontaire dans les livraisons de matériel agricole, blocage d'accès à certaines technologies, voire campagne de désinformation pour décourager les investisseurs étrangers. Et pourtant, malgré ces obstacles, le projet tenait bon. Car Traoré avait compris une chose essentielle, un arbre fruitier ne pousse pas en un jour, mais une fois enraciné, nul ne peut l'arracher sans arracher la terre elle-même. Pour contrer les pressions extérieures, il activa 2 leviers stratégiques, l'union régionale et la diversification des partenariats. Avec le Mali et le Niger, il renforça l'alliance AES, transformant une coopération militaire en un véritable bloc économique. Et avec des partenaires variés, Inde, Chine, Russie, mais aussi Brésil et Turquie, il multiplia les accords commerciaux afin que le Burkina Faso ne dépende jamais d'un seul marché. Ainsi, malgré les tempêtes venues de l'intérieur et de l'extérieur, la révolution du litchi continua de tracer son chemin, démontrant qu'aucun obstacle ne pouvait étouffer une volonté nationale lorsqu'elle est profondément enracinée dans le peuple. Le temps a passé et les premières grandes récoltes de litchis ont changé le visage du Burkina Faso. Ce qui, au départ, paraissait une idée folle, planter des vergers de fruits, autrefois réservés aux cours royales d'Asie, est devenu une réalité tangible, douce et rouge comme le fruit lui-même. Aujourd'hui, les marchés locaux débordent de paniers remplis de grappes brillantes, et dans les villages, les familles goûtent pour la première fois à l'abondance. Mais plus encore que les fruits, c'est l'héritage laissé par cette révolution agricole qui nourrit les conversations et les rêves. L'impact le plus visible est économique. Les exportations vers l'Europe, l'Inde et la Chine apportent des revenus que l'on croyait impossibles il y a encore 10 ans. Des routes sont construites, des écoles rénovées, des dispensaires équipés grâce aux bénéfices. Les jeunes trouvent du travail non seulement dans les plantations, mais aussi dans la transformation et la logistique. Les coopératives de femmes produisent des jus, des confitures, des fruits séchés et même des cosmétiques à base de litchi. Dans les villages, on parle désormais de projets d'avenir plutôt que de survie quotidienne. Mais au-delà de l'argent, c'est la confiance retrouvée qui bouleverse les esprits. Les Burkinabés, longtemps habitués à dépendre des aides extérieures, découvrent qu'ils sont capables de bâtir par eux-mêmes une économie prospère. Cette fierté nouvelle est sans doute l'héritage le plus précieux. Le succès du litchi ouvre aussi des perspectives immenses pour l'avenir agricole du pays. Si l'on a pu acclimater ce fruit exigeant sur des terres semi-arides, pourquoi ne pas imaginer d'autres cultures de haute valeur ajoutée ? Déjà, des projets pilotes voient le jour autour de la mangue améliorée, des agrumes et même de la vigne adaptée au climat sahélien. L'agriculture burkinabé, autrefois limitée à quelques produits de subsistance, devient un laboratoire d'innovation, un exemple que d'autres nations du Sahel observent avec envie. Ainsi, ce qui avait commencé comme un pari national se transforme en une ambition régionale, faire du Sahel non plus une terre de sécheresse et de famine, mais une terre d'abondance et d'exportation. Peu à peu, l'Afrique entière se reconnaît dans cette expérience. Le Mali, le Niger, le Tchad envoient bientôt des délégations pour apprendre et s'inspirer. Dans les conférences internationales, on cite le Burkina Faso comme preuve que le continent n'est pas condamné à l'assistance mais est capable de se relever par l'ingéniosité de son peuple. Chaque cargaison de litchi envoyée vers l'Asie ou l'Europe devient un message silencieux. L'Afrique peut produire, l'Afrique peut nourrir le monde, l'Afrique peut tracer son propre chemin. Pour les Burkinabés eux-mêmes, le litchi a pris une valeur presque spirituelle. Dans les contes que l'on raconte aux enfants, le fruit rouge devient symbole de prospérité et de patience. Dans les mariages, on offre désormais des litchis comme gage de respect et de bonheur. Dans les chants populaires, on célèbre le fruit rouge de la liberté. Comme l'arbre qui met des années à donner ses premiers fruits,
Le pays a appris à attendre, à persévérer et à récolter enfin le fruit de ses efforts. Ce symbole nouveau, enraciné dans la culture, renforce le sentiment d'identité et de dignité nationale. Bien sûr, les défis de demain ne manqueront pas. Le changement climatique, la concurrence internationale, la fragilité des infrastructures restent des menaces bien réelles. Mais désormais, ces difficultés ne font plus peur, car un peuple qui a réussi à transformer la poussière en verger sait qu'il peut affronter l'avenir. Ibrahim Traoré aime le rappeler dans ses discours, Litchi aujourd'hui, Afrique libre demain. Ce fruit n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une ère nouvelle, une première pierre dans la construction d'un continent souverain et respecté. En vérité, le plus grand héritage du projet est la promesse qu'il fait aux générations futures. Les enfants d'aujourd'hui qui courent dans les vergers et goûtent aux premiers fruits grandiront avec l'idée que leur pays peut leur offrir un avenir digne. Ils n'auront pas à quitter leur terre pour chercher du travail ailleurs. Au contraire, c'est le monde qui viendra frapper à leur porte pour acheter ce que le Burkina Faso produit. Et lorsque l'histoire retiendra le nom d'Ibrahim Traoré, ce ne sera pas seulement celui d'un capitaine devenu président. On dira qu'il fut l'homme qui fit jaillir des jardins d'abondance sur des terres brûlées, l'homme qui transforma un fruit jadis réservé au roi en symbole de liberté pour tout un peuple, et qui fit du Burkina Faso un modèle pour l'Afrique entière. Ainsi, l'héritage du litchi dépasse les vergers, les marchés et les contrats commerciaux. Il s'inscrit dans les cœurs et dans les mémoires comme une leçon de courage, de persévérance et de dignité. Et cet héritage, nul ne pourra l'effacer, car il appartient désormais aux générations à venir qui, en croquant dans la chair sucrée du fruit rouge, goûteront à la saveur la plus rare de toutes, celle de la liberté conquise par leurs propres mains. Mes chers amis, en refermant ce récit, je voudrais m'adresser à vous comme on parle autour d'un feu de village, quand les générations se retrouvent pour transmettre ce qui compte vraiment. Vous avez connu les années sombres, vous avez vu la pauvreté, la dépendance, les promesses non tenues des puissants. Vous savez donc mieux que quiconque ce que signifie la renaissance de notre terre. Ce projet de verger de litchis n'est pas qu'une affaire de fruits ou d'exportation. C'est une victoire du courage sur la résignation, de l'unité sur la division, de la foi sur le doute. Quand nous voyons nos enfants courir entre les arbres et croquer ces fruits rouges, nous savons que le sacrifice de nos ancêtres n'a pas été vain. Alors, je vous invite à garder cette fierté vivante. Racontez à vos enfants et petits-enfants que le Burkina Faso a su transformer la poussière en abondance et que ce que nous bâtissons aujourd'hui est une promesse pour demain. Et souvenez-vous, chaque fruit cueilli, chaque sourire d'enfant nourri, chaque famille qui retrouve l'espoir est déjà une victoire contre l'oubli et contre la fatalité. L'Afrique se relève, mes chers amis, et nous avons la chance de voir, de nos propres yeux, l'aube d'un temps nouveau.